Ok, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va reprendre, puisqu'il est maintenant donc 11h02, cette journée et nos échanges sur quel plan B, avec donc un deuxième panel intitulé « Quelles options pour les alliés ?» Donc avant d'aller plus loin, je me présente. Je suis Laurent Borzillos, je suis chercheur postdoctoral à l'École nationale d'administration publique, également chercheur émergent au réseau d'analyse stratégique et membre du comité éditorial du Rubicon. Donc pour aborder ce panel sur quelles options pour les alliés, je suis très heureux donc de modérer cette table ronde qui réunit 4 experts dont les parcours complémentaires nous permettront d'explorer en profondeur les défis et les choix qui s'offrent aujourd'hui aux alliés, en particulier suite à la situation actuelle et au comportement donc, de l'administration Trump, ainsi qu'elle a été analysée et commentée lors du précédent panel. Une administration donc, dont on peut voir certains traits, mais qui en même temps reste difficile à lire, comme l'ont mentionné les panélistes du premier panel, et où on se pose toujours la question, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Il y a un des précédents panélistes qui faisait la comparaison avec le roi Soleil Louis XIV. D'autres, en France, il n'y a pas si longtemps que ça, ont fait une comparaison avec l'empereur romain Caligula. Donc, il pose la question de qu'est-ce qu'il veut concrètement. Mais le cas de ce panel, c'est maintenant de voir qu'est-ce que l'on fait face à ça, quelles sont les options donc, pour les alliés. Pour ce faire, donc, nous pouvons compter donc, sur 4 panélistes, dont une sera à distance. Tout d'abord, Jonathan Paquin, qui est professeur titulaire au département de sciences politiques de l'Université Laval, également directeur de l'École supérieure d'études internationales, ainsi que directeur du réseau d'analyse stratégique. Spécialiste de la politique étrangère du Canada et des États-Unis, il a publié de nombreux ouvrages et articles sur la sécurité internationale et les interventions étrangères. Il a également été chercheur invité et résident fellow Fulbright à la School of Advanced International Studies de l'Université Johns Hopkins à Washington. Nous aurons également, après donc, les interventions de Chantal Lavallée, de Frédéric Labarre et de Jean Cambrois. Et ce que je vais faire, c'est que je vous les présenterai un par un avant qu'ils prennent la parole. Et je vais donc dès à présent donc, laisser la parole maintenant à Jonathan Paquin pour une première intervention, en lui demandant donc de respecter naturellement les traditionnels 10 minutes. Merci beaucoup, Laurent. Merci, Justin, pour l'invitation. Je remercie aussi le réseau d'analyse stratégique et le programme MINDS du ministère de la Défense qui a contribué à la conférence d'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un plaisir d'être ici et de revoir plusieurs collègues que je n'ai pas vus depuis un certain temps. Donc, c'est un plaisir d'être là. 10 minutes, c'est très court. J'ai eu peut-être la mauvaise idée d'essayer de résumer les conclusions de recherche d'un article scientifique qui est paru l'an dernier, qui a été coécrit avec Pierre Colotti, qui est un de mes doctorants, un article publié dans Contemporary Politics sur la variation de la réponse des alliés de Washington dans un monde en bouleversement. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, d'une part, c'est de revenir en arrière un peu pour regarder un peu de quelle manière est-ce que les alliés se sont comportés face à la peur de l'abandon de Washington sous Obama et Trump 1, et aussi, il faut bien le dire, face aux menaces croissante de la Chine et de la Russie. Et puis, à partir de cette base conceptuelle et théorique, essayer de voir le monde d'en avant, essayer de réfléchir à ce qui nous attend et à la manière avec laquelle les alliés démocratiques peuvent jouer leurs cartes au cours des 2, 3 ou 4 prochaines années. Alors, l'article en question a pour objectif d'expliquer la variation, je vous le disais tout à l'heure. Bon, très bien, le clicker est là. Je vous le disais tout à l'heure, on a décidé de se concentrer sur 3 alliés des États-Unis qui ont eu des comportements assez différents les uns des autres. On a regardé d'abord la Pologne, on a regardé le Japon et on a regardé la Turquie. Ce sont des alliés formels de Washington qui opèrent dans des régions géographiques fort différentes les unes des autres et leur comportement stratégique a varié considérablement. Quand je vous disais que je souhaitais jeter un peu les bases conceptuelles et théoriques, on pourra critiquer ces bases tout à l'heure, mais c'est que dans le cadre de cet article-là, nous expliquons que le positionnement des alliés s'explique en fait par le croisement de 2 axes stratégiques. Le premier axe, c'est celui qu'on appelle l'équilibrage interne ou le internal balancing pour ceux qui sont férus de théorie de relations internationales. C'est l'idée de dire que les États, lorsqu'ils craignent un peu
de ne pas être appuyés, défendus par l'allié le plus fort, auront tendance à accroître leurs moyens militaires défensifs en augmentant leur budget de la défense. Le deuxième axe, c'est celui de la diversification stratégique, qu'on en appelle aussi le hedging en relations internationales. L'objectif ici, c'est de diversifier notre portfolio pour éviter de manger à un seul râtelier. Et ce que l'article démontre assez clairement, c'est que au-delà de ces deux axes qui sont bien connus en relations internationales, hedging et internal balancing, ce qu'on observe, c'est qu'au cours des années 2010, plusieurs alliés ont accru leur budget de la défense, principalement pour accroître leur attractivité aux yeux de Washington. Donc, l'objectif premier de certains de ces États, et on peut nommer entre autres la Pologne, c'est de faire la démonstration qu'ils sont de valeureux alliés des États-Unis parce qu'ils achètent beaucoup et qu'ils achètent américains, et donc qu'ils sont dignes de la protection des États-Unis. Donc, l'équilibrage pour l'attractivité est une première logique d'action que nous avons pu observer. L'autre logique d'action qui renvoie toujours à cette idée de internal balancing, c'est une vision plus traditionnelle, c'est-à-dire que des États qui feront le choix d'investir plus en défense, non pas pour faire les yeux doux à Washington, mais plutôt pour vraiment s'autonomiser et être plus indépendants face à la puissance américaine qui est de plus en plus imprévisible. Le deuxième axe, je vous le disais à l'instant, c'est celui du hedging. C'est l'idée de diversifier ses partenariats économiques et sécuritaires, pourquoi pas ses alliances, pour éviter que leur défense repose exclusivement sur le bon vouloir d'une puissance impérialiste comme la puissance américaine. Et ce qu'on a pu observer depuis les années 2010, au moment où Obama et Trump, montraient des signes de faiblesse en termes de souhait de défendre les alliés européens et de l'Indo-Pacifique, c'est que certains ont fait ce que j'appelle du internal hedging, c'est-à-dire qu'ils ont diversifié leur partenariat et leur stratégie au sein du réseau d'alliances des États-Unis. Donc, par exemple, le Japon a cru nécessaire de revoir à la hausse, oui, son budget de la défense, mais d'avoir des ententes sur le partage d'informations avec l'Australie, de mener des exercices militaires avec les Australiens, de se rapprocher de la Nouvelle-Zélande, de tisser des liens stratégiques aussi avec les Philippines, avec l'Indonésie, pour essayer, voilà, de diversifier. L'idée est simple. En cas de retrait des États-Unis, ils pourront toujours se retourner un peu, s'appuyer sur ces plus petits États, et en diversifiant de manière interne, comme ça, on n'envoie pas le signal à Washington qu'on est déloyal ou déloyaux ou qu'on n'est pas de bons alliés. On le fait avec le sourire et ça reste dans la famille. L'autre vision de la diversification est beaucoup plus rude. C'est ce qu'on appelle, encore une fois, pour les férus de relations internationales, ce qu'on appelle le hard hedging. C'est de dire non, il faut s'autonomiser. Plutôt que diversifier au sein du réseau d'alliances des États-Unis, il faut en sortir. C'est ce que la Turquie a tenté de faire au cours des années 2010. Rappelez-vous, l'achat du S-400 et les rapprochements avec la Russie à la suite du coup d'État manqué de juillet 2016, lors duquel le régime d'Erdogan était convaincu que le département d'État était derrière cette volonté de coup d'État contre le régime. Donc, la Turquie joue vraiment dans ce jeu. Elle se rapproche aussi des rencontres qui ont lieu à Shanghai annuellement avec la Chine. La Turquie adopte aussi un ton très, très ferme contre les positions américaines aux Nations unies qui sont anti-Palestine et plutôt pro-Israël. Donc, voilà un autre exemple assez clair du comportement stratégique de la Turquie. Maintenant, lorsqu'on croise ces deux axes-là, et là, désolé, je ne suis pas très bon sur PowerPoint. J'espère que ce n'est pas écrit trop petit. Et je pense que ce tableau à 4 cadrans est assez aidant pour comprendre la situation des années 2010, mais aussi pour comprendre le contexte politique dans lequel les alliés évoluent à l'heure actuelle. Alors, vous avez encore sur le premier axe l'équilibrage interne pour l'attractivité, les yeux doux à Washington, ou l'équilibrage interne pour l'autosuffisance, si on veut prendre nos distances de Washington. Et le deuxième axe, celui qui est vertical, diversification au sein du réseau d'alliances de Washington, le hedging in, ou diversification à l'extérieur du réseau d'alliances, le hedging out.
Et donc là, on peut s'amuser à placer les alliés des États-Unis dans ces cadrans. On peut voir que j'ai tenté de placer le Japon dans le premier cadran, c'est-à-dire que le Japon, depuis certainement 2011-2012, a accru considérablement son budget de la défense avec les limites constitutionnelles que l'on connaît. Ils ont acheté beaucoup plus américains. Ils ont accru beaucoup le budget de la défense. Ils ont acheté 105 F-35 aux Américains. Leur doctrine militaire est parfaitement intégrée à la doctrine militaire des États-Unis. Bref, on s'aligne à fond sur Washington parce qu'on a besoin de Washington face à la menace chinoise. Il y a aussi une diversification sur l'autre axe. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le Japon a diversifié passablement. Évidemment, ce ne sera jamais aussi important que la relation avec les États-Unis, mais quand même, il y a une forme de diversification. Regardons la Pologne maintenant. Je l'ai positionnée là, on pourra discuter, peut-être que je l'ai mal positionnée, mais certainement qu'elle se retrouve dans ce cadran-là. La Pologne a tout investi dans les années 2010 sur la relation avec les États-Unis. Croissance du budget de la défense, on disait tout à l'heure qu'on était à 4,7. L'année prochaine, ou d'ici 3 ans, on sera à 5 de la valeur du produit intérieur brut. Le président polonais, pendant l'administration Trump 1.0, a critiqué abondamment les positions de Bruxelles pour appuyer celles de Donald Trump, notamment sur le fait que l'Europe n'investissait pas suffisamment en défense. Donc, ils ont investi énormément. Et la Pologne, dans les années 2010, n'a pas cru bon de diversifier énormément ses partenariats, en partie parce qu'il y a une forme de suspicion à l'égard de Bruxelles. Bruxelles qui critique évidemment les dérives autoritaires de la Pologne, mais aussi parce que le gouvernement polonais a toujours considéré qu'en faisant plus avec l'Europe, ça allait avoir pour effet d'éloigner les États-Unis et de les amener vraiment à se tourner vers l'Indo-Pacifique. Enfin, la Turquie, elle est complètement ailleurs. Cette Turquie, depuis les années 70, ce n'est pas nouveau, là, mais la Turquie a toujours été dans une logique d'indépendance militaire. Donc, elle achète à plusieurs endroits. Elle ne se limite pas aux États-Unis. Bien sûr qu'il y a une présence militaire américaine sur le territoire, il y a des ogives nucléaires et tout, mais on cherche à s'autonomiser le plus possible. Et sur l'autre axe, la diversification des partenariats, mais au cours des dernières années, la Turquie est passée au sud de l'axe horizontal que vous voyez, en se rapprochant de la Chine, en se rapprochant de la Russie, en se rapprochant de l'Iran aussi. Bref, la Turquie a fait et fait toujours un pied de nez aux États-Unis. Maintenant, il me reste très peu de temps. Quittons le monde d'hier, le monde que nous aimions. Tournons-nous vers le monde à venir. Alors, Trump 2025, je vous mets tout de suite les pays. Encore là, je ne suis pas certain nécessairement du lieu, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que si les deux grands paramètres des années 2010 jusqu'à la fin de l'administration Biden, c'était d'une part la crainte de l'abandon des États-Unis et de l'autre, les menaces que représentaient la Chine et la Russie, bien, dans le monde d'aujourd'hui, il y a une menace pour au moins deux États, le Danemark et le Canada, qui sont les États-Unis. Tout à coup, pour certains alliés, les États-Unis sont la principale menace à notre souveraineté, à notre croissance économique, etc. Et pour les autres, ceux qui ne se sentent pas directement menacés par l'administration Trump, il y a bien sûr cette crainte d'un abandon. Tout le monde le dit, dans à peu près tous les pays, cette administration-là n'est plus crédible, elle est instable, on ne peut plus s'y fier. Alors, dans un contexte comme celui-là, il me semble que ce qui est clair, c'est que la plupart des alliés ont intérêt à s'éloigner progressivement de l'équilibrage par l'attraction, cette idée de faire des beaux yeux à Washington, en diversifiant leurs sources d'approvisionnement. Donc, j'ai mis le Canada peut-être à mi-chemin, en fait, entre le cadran 1 et le cadran 2, parce que le Canada, du moins, s'il faut aussi au discours, parce que le Canada est très fort dans les discours, mais met toujours du temps à agir. Mais s'il faut écouter Pierre Poilievre, s'il faut écouter Mark Carney, on souhaite accroître la diversification des partenariats au sein du réseau d'alliance des États-Unis, le Royaume-Uni, la France principalement, mais aussi, peut-être avec un peu moins de ferveur, certains alliés de l'Indo-Pacifique. Et on cherche aussi à diversifier les sources d'approvisionnement militaire, notamment en investissant plus dans notre propre industrie de la défense. Donc, on quitte progressivement l'attractivité, on s'approche un peu plus de l'autosuffisante et on diversifie à fond. La Turquie ne semble pas avoir véritablement bougé, mais on pourra en discuter. Le Japon, je devrais avoir la Pologne, ouais. Le Japon fait face à une situation extrêmement difficile. Le Japon a mis tous ses œufs dans le panier américain en diversifiant un peu, c'est vrai. Son objectif, c'est toujours de s'appuyer sur la puissance américaine. Pete Hegseth était au Japon il n'y a pas si longtemps pour renouveler le partenariat et rappeler l'importance du Japon. Mais chose certaine, le Japon, si elle ne s'appuie pas sur les États-Unis, aura certainement beaucoup de difficultés
à assurer sa propre défense en misant sur les partenariats nouveaux qu'elle a pu établir avec certains petits États de l'Indo-Pacifique. La Pologne, un peu la même chose. La Pologne qui a été louangée, encore une fois, par Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense, 4,7 du produit, de la valeur du produit intérieur brut en défense. C'est très bien, c'est le meilleur élève de l'OTAN. C'est l'État qui investit le plus parmi les membres de l'OTAN. Bon, c'est vrai que parallèlement à ça, Elon Musk a raboué le ministre des Affaires étrangères sur l'histoire de Starlink. Donc, sans doute que les Polonais sentent que cette administration-là est pour le moins intempestive. Mais il y a une volonté assez récente du côté de la Pologne pour diversifier aussi, pour diversifier beaucoup plus aujourd'hui qu'on diversifiait dans les années 2010. Les Polonais parlent avec les Français de la question du parapluie nucléaire, par exemple. Les Polonais veulent joindre le bouclier de défense aérienne qui est mis de l'avant par l'Allemagne, entre autres choses. Donc oui, on reste bien campé dans une position d'alignement sur les États-Unis parce qu'on a investi énormément là-dessus, mais on cherche aussi à diversifier, ce qui explique donc le déplacement progressif de la Pologne. Alors, écoutez, je m'arrête ici. Mais chose certaine, l'attractivité pour plaire à Washington ne peut plus être la seule option envisageable pour certains alliés, certainement pas pour l'allié canadien. Et puis, je serais bien heureux de discuter avec vous de cette proposition conceptuelle pour essayer de réfléchir à ce qui nous attend au sein des alliances occidentales ou enfin démocratiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jonathan, pour cette première communication, plus justement avec une analyse théorique, en particulier avec, tiens à le souligner, 3 pays qui partagent, donc, enfin, qui ont justement certaines différences qui rend la comparaison plus intéressante, c'est-à-dire l'un qui est membre de l'OTAN et de l'UE, l'autre qui n'est membre que de l'OTAN, et le troisième, le Japon, qui n'est membre ni de l'un ni de l'autre. Donc c'est très intéressant d'avoir cette comparaison-là et cette analyse théorique. Je vais maintenant donner la parole donc à Chantal Lavallée qui est en ligne avec nous. Mais avant de lui donner la parole, je vais naturellement vous la présenter. Alors, Chantal Lavallée est professeure agrégée en études internationales et directrice du Centre sur la gouvernance sécuritaire et de crise, le Critique au Collège militaire royal de Saint-Jean. Elle a été chercheuse senior au Peace Research Institute Oslo et ses recherches portent sur le rôle de l'Union européenne en matière de sécurité et de défense, ainsi que sur l'intégration des technologies émergentes, notamment les drones, dans les espaces européens. Elle est également associée à plusieurs centres de recherche en Europe et au Canada, dont naturellement le réseau d'analyse stratégique. Chantal, je te laisse maintenant la parole donc pour à nouveau une dizaine de minutes. Parfait, merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Oui. Excellent, parfait. Merci beaucoup, Laurent Borzillo, pour cette présentation. Je remercie également Justin Massy pour cette belle invitation et tous les partenaires institutionnels pour l'organisation de l'événement. Je m'excuse de ne pas être avec vous. Je vais enseigner tout à l'heure au collège, justement. Donc, mais j'étais heureuse de pouvoir au moins me joindre à la conversation de façon virtuelle. Pour mon propos, donc peut-être à la suite justement des propos de Jonathan Paquin, qui a déjà touché, entre autres mentionné le positionnement de la Pologne, je vais vous présenter la réaction des alliés européens en espérant pas trop empiéter sur ce qui sera également dit pendant le panel de cet après-midi. Sur la réponse européenne, mais ce dont je voulais vous parler dans le temps qui m'est imparti, c'était d'une part de voir donc cette perspective européenne à différents niveaux, au niveau des États européens, dans le contexte par la suite de l'Union européenne et comme Jonathan Paquet l'a mentionné également, la relation avec l'OTAN, donc voir donc les États européens, le niveau européen de l'Union européenne et le rapport avec l'OTAN. La réaction face à l'administration de Trump actuelle, mais dans le cas européen, je pense qu'on peut bien facilement remonter, comme à d'autres pays, déjà au premier mandat de Trump et à ses impacts déjà bien visibles.
Je pense que ce qui est intéressant aussi d'avoir en tête dans ma présentation à 3 niveaux, c'est évidemment le défi qui sera sous-jacent, qu'on pourra discuter peut-être aussi en période de discussion, mais c'est tout l'enjeu de cohérence de ces niveaux européens, Union européenne et des rapports avec l'OTAN, la coordination, mais également de la temporalité. On voit beaucoup d'initiatives se mettre en place avec un momentum qui peut varier. Donc, pour bien répondre à la situation actuelle, ça sera aussi à prendre en compte. Donc, mon premier point, au niveau de l'Europe et de certains États au sein de l'Union européenne, évidemment, je ne vais pas tous les couvrir. Jonathan a déjà parlé de la Pologne, mais effectivement, déjà, la première administration Trump, à partir de 2017, avait déjà mis la pression sur les États européens. Comme ça a été mentionné aussi dans le premier panel, le discours était pas nouveau des États-Unis, d'inciter pour que les partenaires européens investissent plus dans leur défense, mais on le sait que Donald Trump avait déjà été assez virulent dès son premier mandat, ce qui avait amené déjà certains pays européens à augmenter en partie un peu le budget, mais on sait que l'élément déterminant, c'est la guerre en Ukraine, le retour de la guerre en Europe, on l'a souvent mentionné, qui frappe l'imaginaire européen, surtout le projet de la construction européenne sur lequel je vais revenir. Mais donc, plusieurs États européens qui vont déjà augmenter les budgets, qui vont montrer une volonté de jouer un rôle, renforcer leur rôle dans la défense de leur pays déjà, mais aussi du continent. Euh, J'aimerais aussi souligner qu'on voit plusieurs accords entre des États européens. Puis encore en mars, on voyait les pays nordiques, entre autres Danemark et Finlande, signer des accords de défense et comme ça des rapprochements aussi entre certains États pour renforcer des collaborations à la fois bilatérales, multilatérales. J'aimerais mentionner, puisque le temps file vite, donc je vais peut-être mettre quelques points, mais évidemment, Jonathan Paquin vient de faire le lien en parlant de la Pologne sur l'intérêt pour la Pologne du bouclier nucléaire français. J'aimerais le mentionner pour rajouter à la discussion, donc Emmanuel Macron qui avait déjà lancé l'idée d'un dialogue sur le nucléaire de façon plutôt évasive à partir de 2020. Mais on le sait qu'en mars, dans un de ses discours à la population française, annonce donc des investissements importants en matière de défense, mais on sait que ce qui retient l'attention, c'est de relancer un débat stratégique, mais beaucoup plus concret sur le nucléaire français qui pourrait donc être élargi à la protection euh, des partenaires européens, donc de l'Union européenne, euh, ce qui rajoute à la discussion justement comment réagir plus juste au désengagement des États-Unis, mais à une menace croissante qui se pose des États-Unis face aux pays européens. L'autre pays que je veux mentionner également, c'est évidemment l'Allemagne. Euh, donc, déjà, le chancelier Schulz avait, dans le contexte à la suite, déjà en 2022, après l'invasion russe de l'Ukraine, annoncé la fin de la culture de retenue en Allemagne, la possibilité de mettre des montants conséquents. On parlait déjà d'un 100 milliards pour atteindre le 2% du PIB en matière de défense. Donc, on avait déjà lancé un mouvement vers un changement de posture de l'Allemagne face aux enjeux de défense. Mais on sait que le nouveau chancelier élu, Friedrich Merz, en février, avait renforcé dans cette direction en disant que suite à justement l'administration Trump qui se positionnait, qui se rapprochait de Poutine dans les négociations face à l'Ukraine, le chancelier élu proposait justement des investissements éventuellement en défense, mais parlait même d'une défense autonome en Europe, donc un changement radical à venir parce qu'on sait que la coalition est toujours en formation. Donc, on attend évidemment le gouvernement allemand à même de pouvoir mettre en œuvre cette position. Ce que je voulais mentionner, peut-être faire un lien avec les tarifs. On sait que l'Allemagne, c'est un des principaux pays
exportateurs vers les États-Unis. Et donc, le tarif de 20% appliqué à l'Union européenne va faire mal à beaucoup de pays européens, mais on sait surtout à l'Allemagne. Il pourrait contremettre, en tout cas, c'est un peu le paradoxe de l'administration Trump, c'est à la fois de mettre la pression chez les partenaires pour un investissement grandissant en défense, mais en même temps de les taxer de façon considérable. Donc, pour l'Allemagne, ça sera le défi de concilier ces tarifs, déjà des enjeux internes au niveau des dépenses allemandes qui sont un défi face à la Constitution allemande. Mais là, se rajoute le défi en plus des tarifs américains. Donc ça, ce sera à considérer. Mais pour finir sur l'Allemagne, on voit donc un repositionnement qui permet un rapprochement avec la France d'Emmanuel Macron, un dialogue renforcé là, sur cette défense européenne. Et c'est mon deuxième point que je veux survoler sur l'échelle européenne. Donc, déjà avec la première administration Trump, le Brexit également, on peut le rappeler, avait mis une pression considérable pour relancer une défense européenne que la guerre en Ukraine a permis d'accélérer. La nouvelle administration de Trump renforçant ce discours, on voit évidemment les choses s'accélérer encore plus dans le contexte des négociations qui avaient commencé avec Poutine et le futur de l'Ukraine. Quelques mots qui rentrent dans ce dialogue. Donc déjà, on voyait entre certains États un déblocage, mais à l'échelle européenne, donc on voit déjà plusieurs propositions qui ont été discutées par les chefs d'État et de gouvernement, mais également la Commission européenne sur laquelle j'ai travaillé depuis un certain temps, qui avait toujours poussé pour jouer un rôle justement en matière de défense, qui avait réussi à se frayer un chemin à partir de 2017 dans ce contexte de la première administration Trump, mais qui, donc, dans la dernière année, avec déjà la nouvelle commission, un premier commissaire en matière de défense et d'espace, Van der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui renforce sa volonté, qui confirme sa volonté là, de faire de la Commission aussi un acteur qui peut contribuer. Et je vois le temps qui passe, Laurent, donc je vais essayer de ne pas trop m'attarder, mais vous avez vu il y a quelques semaines, le 19 mars, la Commission européenne qui est finalement arrivée avec un livre blanc. Les surprises étaient moins nombreuses que prévu parce que déjà Van der Leyen, la présidente de la Commission européenne, avait déjà fait savoir un des plans stratégiques, le ReArm Europe, déjà en début mars, avec des initiatives assez concrètes pour permettre un financement pour renforcer les capacités militaires, mais un plan qui est intéressant à plusieurs égards. Quelques points. Donc, évidemment, c'est de renforcer les capacités avec, d'une part, des prêts. On a parlé de ce fameux 150 milliards, parce qu'on a beaucoup parlé du 800 milliards, mais c'est en fait réparti de plusieurs façons, donc il faut le décortiquer. Mais à 150 milliards de prêts pour certains États qui souhaiteraient donc collaborer pour investir en commun, développer l'armement. Mais ce qui est intéressant dans ce volet-là, c'est les partenariats qui sont souhaités. Entre autres, on a parlé de la discussion en cours avec le Canada pour permettre justement au Canada de pouvoir participer éventuellement avec un partenaire de sécurité de défense et avoir accès à ce financement pour construire aussi et faire des acquisitions communes avec certains États membres. Également, on parlait d'un 600 milliards, là, je ne veux pas vous perdre dans les milliards, mais donc de permettre des dépenses nationales, alléger les contraintes des États membres et surtout aussi on voit l'Union européenne utiliser tous ses ressorts. On parle également d'un nouveau rôle ou d'un rôle renforcé pour la Banque européenne d'investissement qui jusque-là voulait jouer un rôle en matière de sécurité, mais de façon plus retenue. Mais à la demande des États membres, on a annoncé à la fin mars un allègement des critères pour permettre un plus grand financement, l'accès à des prêts aussi pour permettre des dépenses en matière de défense européenne. Et Laurent, je termine très rapidement sur l'OTAN, mais donc on voit s'activer ces collaborations entre les États membres permettent un renforcement à l'échelle de l'Union européenne. Et qu'en est-il des relations avec l'OTAN? On sait, il y a un certain flou. Tout à l'heure, on le mentionnait dans le premier panel. Je pense que c'est Julien Tourelle qui disait que Rubio à Bruxelles avait un peu rassuré les alliés en disant qu'on parlait pas d'un retrait des États-Unis, mais la position reste pas tellement claire. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même qu'en 2022, tant l'Union européenne avec sa boussole stratégique que l'OTAN avec le concept stratégique avait
avaient clairement annoncé le renforcement de leur partenariat qui s'était concrétisé en 2023 avec une nouvelle déclaration conjointe qui élargissait encore les domaines techniques où on souhaitait les deux organisations qu'elles puissent collaborer pour progresser sur des domaines, entre autres des technologies émergentes de rupture, l'espace, et de permettre de pouvoir à ces deux organisations de travailler conjointement. On sait que des blocages politiques demeurent, mais que la collaboration, quand même, UE-OTAN, a pu progresser depuis 2016-17 avec des premières déclarations conjointes. Pour terminer, le point que je voulais amener ici, c'est qu'on sait qu'avec l'adhésion de la Suède, de la Finlande, maintenant, c'est 23 des 32 pays de l'OTAN qui sont membres de l'Union européenne. Donc là, on pourrait soulever, commencer à discuter, ça a toujours été convenu, le leadership américain. Est-ce qu'il y a moyen, puis on le sait que Macron est revenu avec cette idée d'un pilier européen, voir comment les Européens pourraient mieux assumer le leadership au sein de l'OTAN, sachant que leurs capacités sont présentes, elles sont pas dédoublées, donc elles sont surtout aussi à disposition de l'OTAN. Donc, comment ce leadership européen pourrait prendre forme? Est-ce qu'on pourrait voir un scénario peut-être catastrophe où les Américains restent dans l'OTAN, mais pour l'affaiblir, puis freiner un peu cette capacité des Européens de s'organiser en bloquant à l'interne? Donc, cette question reste ouverte, mais dans les faits, les deux organisations sont basées à Bruxelles. Le personnel est en contact d'une façon, on le sait, régulière avec des coopérations qui se sont dans les dernières années développées et qui pourraient aussi permettre un levier d'action pour répondre aux menaces actuelles de l'administration Trump. Donc, je vais m'arrêter ici. Merci. Merci beaucoup, Chantal, pour Merci beaucoup, Chantal, pour cette communication, plus justement sur la réaction européenne en général, en particulier au sein, à la fin de ton propos, au sein des institutions de l'architecture sécuritaire européenne, que ce soit l'UE et l'OTAN, avec les plans REARM, et également avec donc, le projet, qui est en fait un vieux projet de création d'un pilier européen. Pour continuer la discussion, donc justement sur les options donc pour les alliés, on va maintenant s'intéresser plus particulièrement au cas ukrainien avec donc le docteur Frédéric Labarre, qui est professeur associé au Collège militaire royal du Canada. Il est diplômé d'un doctorat en études de la guerre de cette même institution. Il est chargé de cours à l'UQAM et enseigne également à Kingston. Il co-préside le groupe d'études sur la stabilité au Caucase du Sud depuis 2012 et ses recherches portent sur la politique étrangère de la Russie, ses relations avec l'OTAN ainsi que sur les questions de désarmement et de dissuasion nucléaire. Je laisse maintenant donc la parole à Frédéric pour à nouveau une dizaine de minutes. Merci beaucoup, Laurent. Eh bien, je vais m'excuser de ne pas porter de costume. C'est que depuis qu'il y a des tarifs sur les îles Heard et McDonald, je ne peux plus me permettre un tuxedo. Donc, je voudrais commencer par peut-être une petite mise en contexte. Et pour aussi faire le lien avec le premier panel. Selon moi, il y a deux Trump. Il y a un Trump Navarro qui concerne les questions de tarifs et de commerce. Et il y a un Trump Poutine. Certains disent que M. Poutine est en train de faire chanter M. Trump. Je ne suis pas du tout, ou que c'est un agent du Kremlin. Je ne suis pas tout à fait de cet avis. Je ne pense pas qu'un espion de la trempe de M. Poutine pourrait faire confiance à un asset comme M. Trump. Il est absolument incontrôlable, n'est-ce pas? Cependant, est-ce qu'il y a des atomes crochus? Oui. Y a-t-il des atomes crochus au point que les politiques se ressemblent? Je le crois. Jusqu'à tout récemment, M. Trump a fait la politique de M. Poutine partout en Europe et en Amérique du Nord. En ce moment, M. Poutine a tout ce qu'il veut, excepté 2/3 de l'Ukraine. Il a absolument tout ce qu'il veut. La bisbille dans l'OTAN, la bisbille au sein des États-Unis, la potentialité que les États-Unis vont se retirer de l'OTAN, ça fait tout son affaire, ça. Ça, c'est génial. Parfait. Et tout ce qui lui manque, c'est le reste de l'Ukraine. Le reste de l'Ukraine qu'il pourrait avoir s'il avait, par exemple, un deal séparé avec M. Trump, à la suite duquel M. Trump aurait convenu un deal avec les minerais
ukrainien. Je m'explique. Le deal que vous avez peut-être vu passer, qui n'a pas abouti, on se comprend, aurait fait en sorte que l'Ukraine aurait abdiqué 50% de ses revenus contre une cogestion des revenus de minerais en Ukraine, notamment à Kryvyi et puis pas Kryvyi, mais Kirovograd et puis à Jytomyr surtout, au profit des Américains. Qui nous dit que M. Trump, avec un deal à part, n'aurait pas ensuite échangé le deal qu'il a avec M. Zelensky en faveur d'un deal séparé, donc donnant le 2/3 de l'Ukraine à M. Poutine pour un avantage ultérieur. Ça, c'est le grand danger. Donc, quand on parle de nos alliés, évidemment, l'Ukraine n'est pas un allié au sens formel du terme, au sens de juré du terme, mais c'est une pièce maîtresse dans tout ce jeu-là, d'après moi. C'est une pièce maîtresse et quand on pense à nos alliés, quand on pense à la politique qu'on devrait avoir relativement à M. Trump, qui nous dit qu'on est des bandwagoners, pour prendre un terme anglais, je m'excuse de ça, et qu'on ne met pas notre effort dans le jeu. Si j'étais un conseiller politique aux affaires étrangères canadiennes ou ailleurs, je dirais, vous savez quoi? Il a absolument raison. Et renchérissons notre défense et allons de l'avant pour aider l'Ukraine à avoir cette victoire-là. Certains diront, oui, mais est-ce que ce ne serait peut-être pas le temps de négocier? Oui. Si nous négocions en ce moment, nous donnons une victoire à la Russie. Si on donne une victoire à la Russie, alors à ce moment-là, le scénario que M. Normandin auquel il a fait allusion ce matin, c'est-à-dire l'abolition, le changement de paradigme total des normes, va s'accomplir. Ça va être le signal pour tout un chacun de dire, tu vois, si tu tiens le coup pendant au moins 2-3 ans, au coût de 1 million de morts et blessés, tu pourrais, toi aussi, te mériter un pays de la grosseur de l'Ukraine, ou peut-être du tiers de l'Ukraine. C'est ça le message que vous avez envoyé. Je ne suis pas sûre qu'il va avoir mon message sur École Directe. Pardon? Qui a parlé? Non, c'était pas, je pense, c'est bon. OK. Donc c'est ça le danger. Devrait-il y avoir une négociation? Oui, avec ce bémol. Si et seulement si ces négociations-là sont initiées par l'Ukraine avec l'aval possible des Ukrainiens et des Ukrainiennes. Avec ça, il n'y a pas de problème. Si ce sont des négociations qui sont basées sur un rapport de force démesuré au détriment de l'Ukraine, ben non. Et qu'est-ce qu'on voit en ce moment? On voit l'Ukraine qui, contrairement à ce que M. Trump perçoit, on voit une Ukraine qui repousse de plus en plus ses frontières, qui gagne un peu du terrain. Les gens vont dire, oui, mais Kursk, c'est pas l'Ukraine. Ça n'a jamais été l'Ukraine, il n'y en a jamais été question. Ça, c'est une décision opérationnelle qui a eu son résultat, le résultat qu'il était supposé d'avoir, c'est-à-dire de détourner des forces russes en dehors d'Ukraine, et ça a marché. Comment est-ce qu'on sait que ça marche? Parce qu'à Toretsk, à Pokrovsk et ailleurs à Liman, les Ukrainiens ont un certain succès en ce moment. D'autres deals qui auraient pu avoir lieu entre l'Ukraine et la Russie dont on parle, dont les médias parlent, mais en fait dont les Ukrainiens semblent faire usage, c'est ce genre de deal dont on a parlé concernant de ne plus cibler les installations de raffinage ou d'hydrocarbures de part et d'autre ou d'énergie de part et d'autre. Eh bien, ça ne marche pas. Comme prévu, ça ne marche pas. Certains disent qu'une raffinerie qui a fait explosion très, très loin à l'est serait le fruit, si on suit le cours des Russes, ça serait le fruit d'une action ukrainienne, alors que les Ukrainiens et d'autres vont dire non, c'est un faux drapeau russe pour justement donner l'excuse aux Russes de briser cet accord-là. En fait, cet accord-là que seule l'Ukraine semble obéir. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'Ukraine et pour nos alliés et pour notre politique également? Ce que je suggérerais serait simplement d'accéder à la clause de M. Trump qui dit qu'on n'en fait pas assez
et de le faire à sa place. Parce qu'en ce qui me concerne, en ce qui concerne les Ukrainiens et en ce qui concerne les pays baltes également et les Polonais, il n'y a aucune différence entre M. Trump et M. Poutine dans cet échiquier-là. Donc, on ne peut pas faire confiance à M. Trump, on ne peut pas faire confiance à M. Poutine. La seule option qui reste à l'Ukraine, c'est de faire des yeux doux à l'Europe et au Canada. Donc, ce que je suggérerais à ce moment-là, c'est qu'ensemble, et en ce moment, les Britanniques et les Français semblent être d'accord pour augmenter leur empreinte sur le territoire ukrainien, notamment par les chefs d'état-major des deux pays respectifs qui se sont présentés là récemment, pour mettre un contingent, peut-être de soutien ou de conseillers au combat, avec la possibilité que ce contingent-là augmente par la suite, et de procurer une victoire, ou plutôt procurer une défaite aux Russes, de sorte à ce qu'on puisse dérober une victoire qui aurait été aux Américains à la place. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, leur empêcher l'opportunité aux Américains de dire aux Ukrainiens, vous nous devez un gros merci parce qu'on vous a aidé. De faire en sorte qu'on puisse dire, non, vous n'avez rien fait. Parce que les alliés de l'OTAN ont fait exactement ce que vous désiriez qu'ils fassent, c'est-à-dire faire le travail qu'ils n'ont pas su faire, honnêtement. Et le faire. Et donc, dérober tout le capital politique qui viendrait avec ça, et aussi donner une sévère défaite à M. Trump, à M. Poutine, ce qui, indirectement, ferait en sorte que ça enlèverait une épine du pied à M. Trump également. Parce qu'il y aurait cette disjonction-là à ce moment-là. C'est ce que je suggérerais et c'est ce que je vois l'Europe faire en ce moment. Je vois de plus en plus de messages qui indiquent que le Danemark, la Lituanie, même de très petits pays, augmentent leur aide. La Grande-Bretagne continue d'augmenter son aide également, ainsi que la France. Et, comme on l'a vu, même l'Allemagne a commencé à décider que finalement, les missiles longue distance Taurus vont peut-être être autorisés à être employés. Et ça, c'est sans compter l'innovation ukrainienne en matière autonome de défense, qu'il faut absolument applaudir ici, qui est de plus en plus performante. Rappelons-nous que l'Ukraine carbure à des recrues qui ont plus de 29 ans quand même. Okay? Elle n'a pas cru nécessaire de devoir rabaisser l'âge de recrutement. Donc, elle se débrouille quand même assez bien, contrairement à ce que M. Trump disait. Pour terminer, je voudrais aussi dire... donc, c'est à ça que je me limiterai aujourd'hui. Mais pour terminer, je devrais dire que on a quand même été assez chanceux d'avoir certaines lorgnettes dans la manière dont M. Trump pense, comment les politiques sont faites. Je parlais des pénicoins tout à l'heure, mais en fait, la liste de cibles pour les tarifs semble avoir été générée par l'intelligence artificielle. Un collègue me disait que c'était l'intelligence artificielle qui avait généré ça. Et donc, on peut imaginer que le département d'État ou le département du commerce n'aurait jamais laissé faire ça. Ça veut donc dire que ces décisions-là sont prises au 1600 Pennsylvania Avenue. Et seulement là. Ça, c'est important de le savoir. Et le meeting de M. Zelensky aussi, aussi ignoble que ça a été, M. Zelensky n'avait pas le choix. Soyons clairs, il n'avait pas le choix. C'était la meilleure des conséquences possibles, des résultats possibles, c'était le meilleur. Parce qu'on a pu voir, premièrement, que la caméra esquivait M. Rubio et a montré que c'était M. Vance qui a planté cette idée-là de reconnaissance ukrainienne dans la tête de M. Trump. Une fois que cette semence-là a été plantée, M. Vance s'est tu. Donc, ça nous en dit long sur comment M. Trump n'a pas ses idées à lui. L'idée des minerais ukrainiens, ce n'est pas son idée à lui. Ce n'est pas l'idée de M. Lutnick. C'est l'idée d'un législateur, et son nom m'échappe, d'un législateur républicain, pro-Ukraine, qui a donné cette idée-là à M. Zelensky, qui, lui, l'a ramené à M. Trump. L'idée des minerais ne lui est pas venue autonomement.
Donc ça, ce sont des choses qu'il faut retenir. Donc, observons très bien ce qui se fait dans l'image qu'on nous présente. Et c'est avec ça que je m'arrêterai. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric, donc, pour cette communication qui portait plus sur les options sur l'Ukraine, ou plutôt ce que je préfère appeler la guerre russo-ukrainienne, que ce soit pour l'Ukraine, mais aussi pour les alliés sur le sujet, avec enfin une remarque sur justement le mode de fonctionnement et de prise de décision ou d'initiative à la Maison-Blanche. Je me tourne maintenant vers Jean Crombois pour la dernière communication qui portera sur certains pays européens en particulier, que je lui laisserai présenter. Mais avant, encore une fois, de lui laisser la parole, donc je vais présenter Jean Crombois, qui est maître de conférences en politique européenne à l'Université américaine en Bulgarie depuis 2005, historien et politologue, titulaire d'un doctorat de l'Université libre de Bruxelles et d'un diplôme post-gradué de l'Université d'Essex. Il a mené des recherches et enseigné notamment à Oxford, au Maroc et récemment à Georgetown. Et ses travaux portent sur les relations entre l'Union européenne et la Russie, la politique étrangère de la Bulgarie, ainsi que sur la politique d'élargissement de l'Union européenne. Je te laisse désormais la parole pour à nouveau 10 minutes. Merci Laurent, merci Justin pour l'invitation. Ça fait plaisir de te voir enfin sur tes terres, après s'être vu dans des conférences en Europe et plus récemment à Bruxelles. Et toujours content de contribuer au réseau d'analyse stratégique également. L'idée de ma communication était de discuter le plan B du point de vue de ces petits pays d'Europe centrale et de l'Est, et en particulier 4 d'entre eux qui sont la Bulgarie, l'Estonie, la République tchèque et la Lettonie. Alors, pourquoi ces pays? Pour 2 raisons principales. La première, qui est assez évidente, c'est la raison géopolitique. C'est les pays qui sont exposés de manière plus directe à la menace russe. Mais aussi, donc, ils sont cette ligne de front géopolitique, mais ils se situent aussi sur une autre ligne de front, qui est la ligne de front qui a été mentionnée ce matin par monsieur l'ambassadeur, qui est la ligne de front de la démocratie libérale. Dans chacun de ces pays, on a des démocraties qui sont très fragiles, qui sont minées par des courants populistes, qui gagnent en importance de jour en jour. Il va y avoir des élections très importantes, vous le savez, qui vont se dérouler en Roumanie très bientôt, mais aussi en République tchèque au mois d'octobre. Et la seconde raison, c'est que ces pays, bien qu'étant des petits pays, il faut y prêter attention parce que, comme vous le savez, dans les processus de décision, tant au niveau de l'OTAN qu'au niveau de l'Union européenne, ce sont des processus consensuels. Dès lors, ces petits pays peuvent toujours jouer le rôle de trouble-fête dans la discussion, surtout sur la défense européenne. Juste pour une parenthèse, ces pays se sont élevés contre les tentatives d'ouvrir à la majorité qualifiée les décisions européennes en matière de politique étrangère. Ils sont fondamentalement opposés à cette option. Donc, en fait, mon idée, c'était de répondre à la question de la conférence au prisme d'une étude comparée des stratégies de sécurité nationale qui ont été élaborées par ces pays après l'invasion russe en Ukraine de février 2022. Ces documents ont été élaborés avant l'élection de Trump. Et mon point principal sera de dire qu'en fait, pour ces pays-là, on a parlé que le plan A a été foutu, pour reprendre l'expression de Justin ce matin. Mais pour ces pays, apparemment de plan B, en tout cas pas encore de plan B. Et toute élaboration d'un plan B les placeront face à un défi considérable. Donc, il faut bien savoir que toutes les discussions sur la défense européenne ont une résonance très particulière dans ces pays, totalement différente de ces discussions qui sont vues de Paris, Bruxelles, etc. Okay. Donc, je ne vais pas être très long. Ça, en fait, ce sont les priorités communes qui peuvent être trouvées dans les différents documents. Mais certainement, ce qui frappe, c'est que la Russie est vraiment identifiée comme la menace principale pour l'ensemble de ces pays. Dans le cas bulgare, c'est encore plus
notoire. C'est vraiment la première fois qu'un document stratégique bulgare identifie la Russie comme une menace concrète. Le document letton, par exemple, et c'est une citation du document, évoque une attaque militaire soudaine de la Russie pour saisir un certain territoire pouvant être suivi de menaces d'utiliser des armes nucléaires visant à dissuader l'engagement des renforts de l'OTAN. Okay. Ce qui est intéressant, c'est que la Chine est également mentionnée dans ces stratégies, mais de manière différente. Par exemple, pour la Bulgarie, la Chine n'est pas vraiment mentionnée comme une menace, ce qui n'est certainement pas le cas de l'Estonie et de la République tchèque. Aussi, ce qui est frappant dans ces quatre stratégies, c'est la centralité de l'OTAN et des États-Unis pour leur sécurité. Ça, c'est clair. La Lettonie insiste particulièrement sur son partenariat bilatéral stratégique avec les États-Unis, mais aussi le Canada. Il y a une collaboration militaire entre les deux pays, comme vous le savez. L'OTAN est considérée comme une pierre angulaire de leur sécurité. L'article 5 est aussi mentionné. La Bulgarie mentionne aussi l'article 3, qui est un autre article qui est plus rarement discuté, mais tout aussi important. Au niveau des engagements financiers, des dépenses militaires, les documents lettons, tchèques et estoniens évoquent des chiffres, mais qui sont encore en deçà des 5% qui sont maintenant demandés par Trump, même si l'Estonie récemment a annoncé qu'elle envisageait d'atteindre les 5% en 2026. La Bulgarie est dans un cas un peu plus particulier parce que la Bulgarie se prépare à l'adhésion à la zone euro et doit dès lors faire très attention à ne pas laisser filer ses déficits, et ce qui freine l'augmentation de ses dépenses militaires. Ce qui est aussi intéressant, c'est que l'Union européenne est très peu mentionnée dans ces documents. Seulement les documents tchèques et bulgares font référence explicite à la boussole stratégique de l'Union européenne, mais certainement l'Union européenne n'est pas considérée comme une source de dissuasion crédible pour ces pays. Maintenant, passons aux défis et aux incertitudes suite à l'élection de Trump en 2024. Il est certain que la nouvelle approche américaine, même si c'est encore très difficile de la qualifier, la définir, parce qu'elle change de manière assez constante, est vue avec une certaine alarme dans ces pays du flanc oriental. Il est clair que des inquiétudes existent quant à l'avenir de la dissuasion nucléaire de l'OTAN. Est-ce qu'on peut vraiment compter sur l'article 5, sur les États-Unis, aussi sur la présence de troupes de l'OTAN dans certains de ces pays, au cas où il y aurait un deal entre Trump et la Russie qui éventuellement amènerait un désinvestissement américain dans ces pays-là au niveau de la présence des troupes. Mais aussi l'impact de Trump se fait aussi sentir au niveau de la politique intérieure. Il est clair que tous les mouvements populistes se réclament de Trump et ils utilisent la rhétorique de Trump pour renforcer leur propre rhétorique au niveau domestique. Donc, par exemple, dans le cas tchèque, l'ancien Premier ministre Bablis a vraiment adopté une rhétorique qui est une rhétorique trumpiste, pro-russe. Et Bablis est en tous les cas dans les sondages, on imagine qu'il gagnerait les élections en automne 2015, sans parler des autres partis beaucoup plus extrêmes, soit de l'extrême droite ou à l'extrême gauche, qui, ceux-là, sont résolument pro-Trump, résolument pro-russe. Donc, ça crée des problèmes. Au niveau de la Bulgarie aussi, j'ai écrit un article assez récemment pour expliquer que le soutien bulgare à l'Ukraine est très fragile, qu'il n'y a pas de consensus au niveau de l'opinion publique, il n'y a pas de vrai consensus au niveau des partis politiques, et ça rend la question du soutien à la Bulgarie, par exemple, à l'Ukraine, extrêmement incertaine. Et maintenant, pour conclure,
Donc, certainement pour ces pays-là, ils ont tout misé sur l'OTAN et les États-Unis, ce qui rend tout hedging très difficile pour eux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un hedging à un certain moment qui va se passer, mais ça posera d'énormes difficultés. Non seulement parce qu'ils ont des engagements aux États-Unis, mais aussi parce que leurs opinions publiques pourraient être réticentes. Il n'y a pas vraiment de plan B à l'OTAN et au soutien américain. D'ailleurs, tous ces pays-là continuent à acheter des armes américaines et n'ont pas manifesté, en tous les cas, une réelle volonté d'acheter des armes européennes. Et bien sûr, pour eux, tous les désistements américains, la sécurité européenne qui serait doublée d'un affaiblissement de l'OTAN, les placerait dans une situation d'insécurité grandissante vis-à-vis de la Russie. Donc voilà, c'est un peu les points principaux de mon intervention que j'ai résumés pour laisser un peu le temps pour la discussion. Merci à vous. Merci beaucoup, donc, Jean, pour cette dernière intervention plus centrée sur certains pays d'Europe centrale et en particulier donc, sur leur absence de développement ou de réflexion sur un plan B, donc, ce qui n'est pas forcément rassurant. Avant de laisser la parole donc, à la salle, parce qu'on aura largement le temps donc, pour des questions, j'aimerais juste poser une première question donc, à l'ensemble des panélistes par rapport à leurs différentes communications, y compris, donc, parce que je ne la vois pas là, Chantal qui est en ligne. La question étant la suivante. Le panel étant sur justement quelles options pour les alliés. La réflexion que j'ai par rapport à la question que je vous pose, c'est est-ce que les alliés se préparent vraiment au pire? C'est-à-dire, est-ce que leurs options et leurs plans prennent en compte les pires des scénarios, ou est-ce qu'à chaque fois on n'est pas sur une situation où on espère que ce sera le moins pire et donc ce qu'on met en place c'est la solution pour le moins pire, ce qui veut dire que quand arrive le pire, malheureusement il n'y avait rien qui était prévu. Je m'explique, on a souvent, si on prend l'analyse prospective sur les dernières années et mois, beaucoup disaient, si à chaque fois on se porte sur 2 ans avant les événements, 2 ans avant l'invasion de l'Ukraine, personne n'aurait dit l'Ukraine va se faire envahir. Ou ceux qui auraient dit, la majorité l'aurait traité, vous exagérez, c'est pas possible. Donc, scénario du pire, c'est déroulé. Si je prends un événement récent, le retour d'une administration Trumpiste, il y a encore ne serait-ce que 2 ans, tout le monde disait, il est fini. Il est fini, ça ne reviendra jamais. Donc, fin de la parenthèse trumpienne, tout va aller bien. Bon, oui, d'accord, Biden est le dernier président européen, mais dans l'ensemble, ça va aller. Si je prends maintenant depuis la retour de l'administration Trump et surtout au pouvoir, qui encore une fois on l'a soumis ce matin, ça fait même pas 6 mois, en l'espace donc de 3 mois, la majeure partie des gens qui en novembre auraient dit qu'il allait faire ça, majeure partie des gens, les personnes qui auraient dit cela, majeure partie des autres experts auraient dit vous exagérez, c'est une vision pessimiste, il n'osera pas faire ceci, il n'osera pas par exemple évoquer un 3e mandat, etc. Donc tout ce genre de choses. Donc ma question pour vous, c'est est-ce que dans les options qui sont développées, en fait, de manière générale, est-ce que en fait on n'est pas toujours dans une situation où on ne développe que des demi-mesures? Je parle même pas en termes de mesures prises, juste en termes de réflexion, puisque pour parler juste de plan B et c'était donc Frédéric qui l'évoquait sur les troupes potentiellement françaises et britanniques en Ukraine. Dans les faits, et canadiennes aussi, y compris d'autres pays européens tels que la Suède, mais fondamentalement, on est toujours sur un plan où les États-Unis seraient derrière. C'est-à-dire dans les faits, tel que ça t'est présenté pour l'instant, peut-être que les discussions récentes ont évolué, mais en tout cas, à chaque fois, on est toujours sur l'idée, les États-Unis vont quand même assurer une partie de la logistique. Ce n'est pas que les Français, les Britanniques, les Canadiens. Donc, ma question par rapport à ça, c'est, encore une fois, est-ce qu'on se prépare vraiment au pire de manière générale? On va reprendre dans l'ordre, si vous voulez. Laurent, tu peux définir le pire? Donc, tu entends un retrait total des États-Unis, de la protection des alliés? Ça pourrait être ça, tout comme ça pourrait être, après, pire le scénario, c'est-à-dire un cessez-le-feu avec une attaque d'ici 2 ans à nouveau de la Russie. Donc, c'est très variable. Choisis le scénario du pire que tu préfères. Je te laisse le choix. Je reprends brièvement les trois alliés dont je vous ai parlé tout à l'heure. Puis bon,
allié. Dans le cas de la Turquie, on ne peut pas vraiment parler d'un allié. On peut parler d'un membre formel d'une alliance qui est l'OTAN, mais la Turquie, bien sûr, mène une politique stratégique et de politique étrangère à 360 degrés en collaborant avec le plus grand nombre de joueurs possible et puis en prenant ses distances de Washington. Je pense que la Turquie, depuis les années 60, se prépare au pire. Donc, elle est pleinement autonome, en fait, la Turquie. C'est une armée de grande importance en Europe. Elle dispose d'une autonomie stratégique au plan de la défense, au plan de la réflexion stratégique. Donc, la Turquie, oui, elle est prête depuis longtemps. Et son principal problème, c'est pas le lâchage de Trump. Son principal problème, c'est la question du Kurdistan. Elle est évidemment obnubilée par cette question-là et aussi par le maintien du régime Erdogan. Hein. Encore une fois, je vous parlais des suspicions à l'endroit des États-Unis. Tous les dirigeants ou plusieurs dirigeants du gouvernement Erdogan depuis 2016 rappellent que les Américains sont derrière le coup d'État manqué. C'est dit publiquement. Donc, c'est pas simplement... Bon. Alors, pour ce qui est des autres, la Pologne et le Japon, je pense que plus ou moins. Je pense pas que la Pologne, à l'heure actuelle, se prépare à ce que les États-Unis abandonnent littéralement la défense, la protection de la Pologne. Donc, la Pologne se retrouve dans une situation où, ou bien elle investit beaucoup plus au sein de l'Europe, voire qu'elle cherche à, peut-être pas à rompre, mais vraiment à se détourner des États-Unis, ou bien, au contraire, elle s'aligne à fond sur Washington en se disant, bon, ben, espérons pour le meilleur. Et donc, c'est principalement ce qu'elle fait encore aujourd'hui. Elle rappelle, le gouvernement polonais rappelle l'importance du lien avec les États-Unis. Ils sont encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, investis dans cette idée d'accroître davantage leur budget de la défense pour des raisons évidentes. Évidemment, sur le flanc Est, il y a une menace directe, la Russie. Mais aussi, on est dans une logique d'attractivité envers les États-Unis. Ça, c'est certain. Les Polonais étaient tellement heureux d'entendre les bons mots que Pete Hegseth ont pu avoir pour la Pologne dans les semaines qui ont suivi la prise de pouvoir par Donald Trump. Mais la bonne nouvelle pour la Pologne, c'est qu'elle peut toujours se rapprocher encore davantage de l'Europe. C'est une force importante, une force de dissuasion nucléaire, on l'a dit tout à l'heure. C'est un marché aussi important en termes économiques. Il y a plusieurs partenaires. Donc, la Pologne, oui, elle est un peu mal prise, mais elle peut toujours se rabattre progressivement sur l'Europe, même si ça ne fait pas partie de sa vision, de sa culture stratégique, du moins certainement pour les 30 dernières années. Le Japon est dans une position, selon moi, beaucoup plus précaire que la Pologne. Je ne pense pas que le Japon se prépare vraiment à un lâchage des États-Unis. Elle a besoin inévitablement des États-Unis et sa diversification actuelle, celle qu'elle mène depuis 7 ou 8 ans, n'est pas suffisante, mais là, pas du tout pour garantir son autonomie stratégique. Et puis, on pourrait peut-être parler du Canada. Tout à l'heure, j'écoutais l'excellent premier panel. J'ai vraiment aimé la complémentarité entre les différents panélistes. On a évoqué rapidement la question du 51e État. Bien sûr, ça semble farfelu, ne serait-ce que pour une raison de mise en œuvre. Comment est-ce que Trump pourrait réaliser ça sans compter du faible appui qu'on a aux États-Unis pour cette entreprise-là? Mais ce qui est toujours surprenant dans un contexte canadien, c'est qu'on aborde cet enjeu-là avec beaucoup de... On est un peu au-dessus de nos affaires, quoi. On se dit, mais c'est ridicule, et puis on balaie de la main cette possibilité dans un contexte où plusieurs membres de l'administration ont pris position en disant que ça pouvait être discuté. L'agence de propagande Fox News a repris pendant des semaines aussi cette possibilité. Certains animateurs ont même dit qu'ils souhaitaient que ça se réalise. Certains sénateurs ont aussi tweeté et retweeté en allant dans le sens de Donald Trump. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas un appétit au sein de la population pour cette proposition-là. Mais le président et son entourage en ont parlé pendant des semaines. Et puis ici, on se dit, mais c'est ridicule. Alors oui, c'est ridicule, mais on a la responsabilité, me semble-t-il, à Ottawa, de prendre cette menace avec le plus grand des sérieux et de réfléchir à la manière avec laquelle on pourrait faire face à encore plus de pression économique dans le but d'asphyxier notre économie pour qu'il y ait une éventuelle intégration. Peut-être pas comme État, mais peut-être comme protectorat, une sorte de Porto Rico. On a déjà avancé cette possibilité-là. Donc, moi, j'ai l'impression que le Canada, au-delà des beaux discours, et c'est vrai que le contexte politique n'est pas favorable ici, gouvernement minoritaire, campagne électorale, etc., mais on est très loin du compte en termes de réflexion sur
le pire des scénarios. C'est peut-être parce qu'on est tellement pris entre les griffes de l'aigle qu'on ne voit pas très bien comment on pourrait prendre un peu plus nos distances des États-Unis sans froisser, excusez-moi, c'est plus long que ma présentation, là, mais sans froisser le partenaire américain, qui restera, qu'on le veuille ou non, un partenaire économique. On l'a dit tout à l'heure, là, ça sera toujours notre principal marché d'exportation, qu'on le veuille ou non. On ne peut pas remplacer les États-Unis. On n'a pas intérêt à remplacer les États-Unis non plus. Donc, je m'arrête ici, on pourra... Chantal? Oui, merci Laurent pour la question. Je pense que c'est intéressant si les alliés européens se préparent. J'espère que ça va, je m'entends un peu en écho. Se préparent, oui, certainement. Est-ce qu'ils sont prêts? Je pense que c'est le constat qu'ils font dans le livre blanc là, de la Commission européenne de dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour développer les capacités, qu'il y a eu un sous-financement. Donc, ils admettent, je pense, effectivement, de façon assez claire que les investissements sont nécessaires. Ce que j'aimerais faire comme parallèle, je l'ai mentionné rapidement dans ma présentation, mais si on parle du premier mandat de Trump, parce qu'il faut pas l'oublier, il y avait des signes avant-coureurs, mais le premier mandat, je pense que le message qui a été reçu en Europe, c'était le risque ou plutôt l'annonce d'un désengagement possible ou à venir des États-Unis, avec des critiques très virulentes sur l'engagement nécessaire. Maintenant, ce qu'on voit, puis pour avoir été plus récemment en Europe, c'est le discours change, c'est qu'on voit pas le risque d'un désengagement, mais d'une menace réelle. On parlait du 51e État pour le Canada, mais on sait qu'en Europe, la crainte, ça a été, et ça l'est toujours, les menaces qui ne sont pas du tout voilées là, de l'administration de Trump face au Groenland. Ce qui soulève beaucoup de questionnements. Il y aurait beaucoup à dire pour répondre à la question de Laurent Borzillo, mais pour dire que je pense qu'en Europe, le contexte change parce que on se prépare à une menace et puis avec les tarifs qui arrivent, il y a une ambivalence européenne qui est intéressante. Si on regarde côté économique, on se dit, parce qu'évidemment, c'est pas tous les 27 qui sont frappés de la même façon. Euh, et donc, on est encore à vouloir tendre la main pour un dialogue. On saute sur le commentaire un peu surprenant d'Elon Musk pour un accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis qui n'a plus de tarifs du tout. Et l'Union européenne réagit positivement en disant pourquoi pas, mais il y a encore une porte qui est ouverte. En même temps, cette perception d'une menace qui s'accentue change le ton. On le voit là, dans les initiatives que j'ai mentionnées dans ma présentation, mais aussi on peut reparler de l'Allemagne. Il faut rappeler que l'Allemagne a tout un arsenal américain, nucléaire américain sur son territoire, les militaires américains. Donc, on soulève la question, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Il y a un malaise aussi avec la nouvelle coalition qui va se former en Allemagne d'une plus grande autonomie en matière de défense. Donc, il reste qu'il y a un malaise, mais je pense que en termes de préparation, elle est là pour un engagement militaire beaucoup plus conséquent à l'échelle européenne, mais qui passe par les États. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé aussi ma présentation avec les changements au niveau des États. Donc, le renforcement, évidemment, de l'Union européenne comme un acteur aussi militaire qui est crédible vient des États membres. Mais pour rebondir sur le commentaire de M. Labarre, c'est vrai que c'est intéressant si on regarde les pays que vous avez mentionnés. On peut parler aussi de la Hongrie. On sait que le Conseil extraordinaire du 6 mars avait donné l'occasion, c'est pas une première, mais c'est très rare, d'une déclaration des 26, à l'exception de la Hongrie qui pouvait pas se positionner là, sur le ton à mettre pour renforcer cette défense européenne face aux risques. Et je vais terminer avec ça. Des prétentions aussi de la Russie. On se dit un cessez-le-feu sûrement, même bien vu, sûrement par la Russie qui a besoin de se réarmer, mais le risque d'un retour en force fait craindre, évidemment. Donc, je pense que cet état de préparation qu'on voit actuellement prend en compte ce changement, n'est plus de discuter d'un désengagement, un repositionnement des États-Unis vers l'Asie, mais d'une menace même perçue concrète sur son territoire, ses actifs aussi, ses relations économiques, mais aussi sur sa souveraineté. On sait, puis je termine avec ça, c'est vrai, dans les dernières années, un discours qui a été de plus en plus récupéré, qui était parti par la France, d'une souveraineté européenne aussi à protéger, qui gagne en force maintenant. Donc, on revient à ce discours qui soulève des questions donc pour le positionnement européen face à cette nouvelle administration Trump. Très bien. Merci beaucoup. Donc, je vais répondre à cette question de manière flippante un petit peu. Est-ce que les Alliés se préparent au pire? Je dirais oui. Et ils se préparent au pire par
La preuve, c'est qu'on n'en fait pas assez. On n'en a pas fait assez. On a toujours géré la crise russo-ukrainienne à partir des capitales, craignant une riposte possiblement nucléaire. Je pense que c'est important de dire que des ripostes nucléaires, il n'y en aura probablement pas, parce qu'il n'y a personne qui va incinérer le cadeau qui veut se faire. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que la personne qui emploierait ces missiles-là serait probablement la Russie, mais on ne peut pas savoir si la mise à feu va se faire, si l'ordre va être obéi, si le missile va sortir de son silo, s'il n'explosera pas dans son silo, si le missile ne fera pas sa course, et s'il fait un peu sa course, s'il ne sera pas abattu. Parce que la proportion d'abattage de missiles de croisière, c'est quand même 87 %. Donc, comme dissuasif de la part de la Russie, c'est pas énorme. Donc, est-ce qu'on se prépare au pire? Oui, on pense au pire, mais c'est pas ça qui peut arriver. Le pire qui peut arriver, c'est justement le scénario dans lequel le premier panel nous a dirigés. Et à cette situation-là, il n'y a qu'une solution, c'est de résister et de montrer de quel bois on se chauffe. C'est pas juste de se lever les coudes, mais c'est de jeter les gants à terre, pour reprendre la métaphore du hockey. Et il n'y a pas d'autre moyen dans ce cas-ci, donc j'abonde dans le même sens que l'ambassadeur Normandin de ce côté-là. Et ça, il faut préparer nos publics à cette éventualité-là. Et aux coûts peut-être humains que ça peut impliquer, et aussi les coûts financiers que ça va impliquer. Et je vais simplement terminer en disant, ayons confiance, et slava Ukraini. Le pire menace, ça dépend un peu pour qui. Si vous êtes pro-russe, c'est un scénario du style, un deal avec l'Ukraine, on abandonne l'Ukraine, l'OTAN est affaiblie, les États-Unis se désinvestissent de la sécurité européenne. Si vous êtes parmi les partis pro-russes, anti-libéraux, pour vous, c'est la meilleure nouvelle possible. Et ces partis existent. Et ces partis ont un support au niveau des opinions publiques. On parle de partis qui font de 20 à 30% de vote. On parle de partis qui participent ou qui sont sur le point de participer dans des coalitions. Donc, c'est quand même quelque chose de sérieux. Évidemment, si on se place de l'autre côté, ça, c'est vraiment le scénario du pire. Donc, il y a des lignes de front qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est des lignes de front qui sont géopolitiques, mais sont aussi des lignes de front qui sont au niveau de la politique intérieure de ces États-là. Et je crois que là où on pêche, et c'est mon point de vue de Belge vivant 20 ans dans un pays comme la Bulgarie, là où on a pêché, c'est qu'on n'a jamais vraiment expliqué aux opinions publiques dans ces pays-là de l'importance de ces valeurs démocratiques et de l'importance de la sécurité et de l'importance de l'OTAN. C'est vide. Tous ces pays-là, tous ces pays pro-européens, pro-OTAN, n'ont pas de doctrine de politique étrangère. Ils ne savent pas répondre à la simple question. Si vous rencontrez quelqu'un dans la rue, à quoi ça sert pour mon pays d'être dans l'Union européenne et d'être dans l'OTAN? Il n'y a pas de réponse. Alors que du côté russe, je peux vous dire qu'il vous donne au moins 25 réponses. Mais ce n'est pas les réponses que vous attendez. Deuxième petit point, c'est que défense européenne, moi je veux bien, comme on dit en belge, mais du point de vue de ces pays d'Europe de l'Est et du centre, il faut prendre en compte l'héritage historique. Ce sont des pays qui ont été trahis par l'Europe, qui ont une histoire de trahison. Et pour eux et pour les opinions d'adhérer à des principes de défense européenne, d'autonomie stratégique, de parapluie nucléaire français, bonjour. On n'est pas sorti de l'auberge. Je vois, ça demandera un travail pédagogique, mais d'une nature incroyable. Voilà, tout ce que je voulais dire.
Merci. Merci. Je te laisse le temps de réagir rapidement et après, on passera aux questions, justement. Oui, Rapidement. Merci Laurent. Rapidement, quand on pense au scénario du pire, on peut penser effectivement au retrait des États-Unis, mais on peut penser à un autre scénario du pire où il y a retrait des États-Unis et où les États-Unis demeurent une puissance hostile à l'endroit du Canada puis à l'endroit de l'Europe. Donc, dans un contexte comme celui-là, ce n'est pas uniquement le fait d'accroître nos budgets de la défense qui nous prépare au pire, parce que si on prend 800 milliards d'euros et qu'on l'investit dans la quincaillerie américaine et qu'on fait face à des États-Unis qui sont hostiles, ça ne donne absolument rien. C'est un peu le cas du F-35. Le Canada achète les F-35. Oui, mais on n'a pas le code source. Donc, si l'Amérique devait devenir vraiment hostile à l'égard du Canada, là, on se retrouve dans une très grande vulnérabilité stratégique. Donc, si c'est le scénario qui doit se concrétiser, retrait, pensons pire, retrait et hostilité des États-Unis, oui, il faut investir plus, mais il faut diversifier les approvisionnements. Il faut, en autant que faire se peut, investir davantage aussi dans l'industrie de défense de nos États respectifs. Donc, je souhaitais simplement apporter cette précision. Il y avait On va passer maintenant aux questions. Il y avait peut-être juste une personne. Ouais. Voilà. Très bien, on va passer aux questions. Bon, pour la première personne, je ne pense pas que ce soit la peine qu'elle se présente et après, je vous demanderai à chacun de vous présenter avant de poser votre question. Justin. Merci beaucoup tout le monde pour ce deuxième panel, vraiment intéressant et à nouveau extrêmement complémentaire dans vos idées. Et je tiens à préciser qu'on n'est pas financé par Lockheed Martin, dû à ton commentaire, Jonathan. Effectivement, qu'il faut diversifier ailleurs. Mais une question plus sérieuse, je veux vous mettre sur la table 3 options spécifiques de plan B pour voir ce que vous en pensez. Une vient juste d'être évoquée par Jean. Dans quelle mesure, pour les alliés européens, est-ce que l'élargissement du parapluie nucléaire par la France pourrait être une option de plan B? Dans quelle mesure c'est considéré, c'est envisagé, c'est rejeté dans différents pays que vous couvrez dans vos analyses en Europe? Un deuxième plan B qui est en réflexion, l'européanisation de l'OTAN, c'est-à-dire des pays européens et canadiens qui prendraient en charge certains postes de commandement au sein de l'Alliance atlantique, remplaceraient progressivement les officiers américains et le personnel américain, mais aussi certaines capacités, des enablers, comme on dit, parce qu'il n'y a pas de bon terme en français, de renseignement, de surveillance technologique, sur une période, oui, peut-être de plusieurs années, mais qui serait une option qui pourrait être de concert avec les États-Unis, ce désengagement américain, plutôt que peut-être une rupture abrupte amorcée par le président américain, mais qui pourrait être fait dans un deal, disons, transatlantique. Donc, est-ce que c'est envisagé dans les pays respectifs? Et pour l'Asie, surtout pour Jonathan, parce que les autres, ça concerne surtout l'Europe, pour un Japon, dans un des pires scénarios, c'est un deal entre Xi Jinping et Donald Trump sur Taïwan, où on laisserait Taïwan, donc on laisserait à la Chine le soin de faire ce qu'elle souhaite de Taïwan, comme on peut le laisser à l'Ukraine, en échange de quoi que les États-Unis pourraient faire ce qu'ils veulent dans l'hémisphère occidental. Dans ce scénario du pire-là, du point de vue japonais, est-ce que le pire n'est pas, ou le plan B le plus probable n'est-il pas de se doter d'armes nucléaires? Et est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est ça l'ultime indépendance auquel tu faisais allusion dans ton tableau 2 par 2? On va prendre les réponses des panélistes, après on prendra la deuxième question, donc vous pouvez vous asseoir en attendant. Vous inquiétez, je vous ai vu. D'accord. Ouais, rapidement, je vais me concentrer sur la question du Japon, là, puis je réfléchis en parlant, donc je vais essayer d'être le plus bref possible, mais c'est qu'il n'y a pas que la question de Taïwan dans les tensions qu'il peut y avoir entre le Japon et la Chine. Il y a la question des îles Senkaku en mer de Chine orientale qui pose problème. Bon, c'est 5 gros cailloux en mer de Chine, mais on se dispute la souveraineté. Il y a des escarmouches, il y a des tensions depuis les années 2000. La Chine a indiqué à plusieurs reprises qu'elle pourrait intervenir militairement. Donc, la question de Taïwan, c'en est une. Senkaku, c'en est une autre. Les revendications en mer de Chine méridionale aussi, au-delà de la question de Taïwan, ça pose problème, évidemment. La Chine revendique 90% de ses eaux comme étant des eaux intérieures. Le Japon est profondément en désaccord. Donc, peut-être pourrait-il y avoir éventuellement un deal sur Taïwan, mais les tensions demeureraient importantes. Pour ce qui est de l'arme nucléaire et le Japon, écoutez, Trump 1 avait déjà fait allusion à cette possibilité. Trump avait dit, je pense, dans les premières semaines de son premier mandat, « Vous nous coûtez trop cher, le deal avec le Japon n'est pas bon, nous investissons beaucoup trop.
peut-être que vous pourriez avoir l'arme nucléaire. Alors, tous les spécialistes ont dit, mais de quoi est-ce qu'ils parlent? On n'a jamais évoqué cette possibilité-là au cours des dernières décennies. C'est sans doute une possibilité à laquelle le Japon réfléchit, mais il n'y a rien qui suggère que le Japon, à court terme, pourrait être tenté de devenir une puissance nucléaire. Moi, je m'arrête ici. Chantal? Oui, rapidement, sur la question du parapluie nucléaire français, je pense que l'idée fait son chemin dans les capitales européennes, mais il faut rappeler que, à ma connaissance, au moins, il y a deux enjeux quand même à considérer. C'est sûr que s'il y a la perte du parapluie nucléaire américain, le plan B, il faut le trouver, mais il faut rappeler que dans son discours, Macron a été extrêmement clair, donc il a bien souligné l'autonomie complète de l'arsenal nucléaire français. Mais que dans la possibilité d'un usage à l'échelle du continent, des partenaires européens, la souveraineté française va être maintenue sur la capacité du président à décider de l'utilisation ou non de l'arme nucléaire française. Donc ça, je pense que c'est un enjeu qui soulève peut-être des craintes de certains partenaires européens qui vont se dire est-ce que on va juger que notre sécurité vaut la peine pour activer l'arsenal ou activer la menace. Puis l'autre point rapidement, c'est peut-être l'enjeu technique. C'est pas mon domaine d'expertise, mais je pense que j'ai cru comprendre qu'il y aurait évidemment un enjeu au niveau de la capacité nucléaire française, là, d'être capable de bien d'avoir une menace qui est conséquente. Donc, il faudrait aussi rajouter des investissements conséquents où là, les partenaires européens seraient mis à sûrement contribution pour augmenter la capacité nucléaire française pour vraiment avoir une menace conséquente. Pour l'autre point sur l'européanisation de l'OTAN, je pense que c'est une question intéressante. La question sous-jacente, c'est finalement est-ce qu'on change d'organisation si on va vers pour éviter la rupture, oui, mais si on a un désengagement des États-Unis où on retrouve les Européens, est-ce qu'on peut penser à d'autres formules parce que l'OTAN quand même dans son ADN, c'est une structure où le leadership américain est très ancré. C'est en même temps la structure où les Européens peuvent s'asseoir maintenant avec les Britanniques post-Brexit et avec le Canada. Donc l'enceinte reste pertinente, mais la question se pose aussi comment le pilier européen, s'il se déploie, comment il va s'articuler avec justement les partenaires britanniques et canadiens de façon concrète. Donc, je réponds pas vraiment à la question parce que je pense que c'est pour l'instant encore un leadership américain qui a été reconfirmé par Rubio. On fait pas de retrait. Puis pour l'instant, statu quo, comme on a dit, les tarifs occupent toute la scène politique pour l'instant. Donc, il faut voir peut-être en juin, effectivement. Mais je vais m'arrêter ici. Merci. Eh bien, moi, mon option favorite, Justin, serait l'option 2, parce que l'européanisation de l'OTAN, il ne faut pas oublier qu'il y avait le traité de Bruxelles avant tout ça, hein, 1948. Donc, en fait, l'OTAN, c'est l'américanisation du traité de Bruxelles. On pourrait y revenir. Donc, je ne vois pas de problème avec l'implication du Canada dans un tel schéma. Je ne redoute absolument pas que les Américains prennent le deuxième, je veux dire, deuxième place. Parce que les dernières fois qu'ils étaient en position de mener, ça n'a pas donné grand-chose. Durant les 20-30 dernières années, ça n'a pas été très, très probant d'avoir les Américains dans position de leadership. Peut-être que maintenant, on aurait peut-être des meilleurs résultats sans eux. Qui sait? Oui, je réfléchissais un peu à cette question. Élargissement du parapluie nucléaire français, moi, je ne crois pas trop. Je trouve que c'est un peu une usine à gaz. Ce sera soumis à une décision française de toute manière. Donc, à la limite, ça marcherait dans le cas d'une fédéralisation de la défense européenne. Bon, alors là, c'est vraiment, on en est à des années-lumière. Hein. Est-ce que et c'est un peu paradoxal parce que maintenant il y a la question de la crédibilité américaine au niveau de la dissuasion nucléaire. Hein. Mais je ne pense pas que ces pays-là feront encore moins confiance, disons, dans la France, qui ne pourrait faire confiance dans l'avenir dans les États-Unis au niveau de leur propre dissuasion nucléaire. Et au niveau de l'européanisation de l'OTAN, ça dépend de quel OTAN on parle. Si on parle de l'OTAN du pire, ça prend une configuration tout à fait particulière. Donc ça voudrait dire qu'en fait, les Américains s'appuieraient sur certains pays
pour en fait contrer les plans franco qu'on peut définir comme ça au niveau de la défense européenne pour continuer à acheter des armes américaines, etc. Donc ça dépend un peu de quel temps on parle. Pour ces pays-là, à la limite, si on parvient à convaincre les Britanniques de jouer un rôle vraiment très actif dans la sécurité européenne avec les Français, ça pourrait éventuellement être un début d'un commencement. Mais je ne pense pas que ce sont des options auxquelles ces pays ont déjà commencé à réfléchir. Et juste pour une parenthèse, en fait, ce processus de Bucarest, hein, les 9 pays du flanc oriental, même si la Tchéquie n'est pas vraiment au flanc oriental, en fait, c'était organisé à l'instigation de la Pologne et de la Roumanie, surtout en fait pour raffermir ou pour développer leur participation dans les structures de l'OTAN, parce que ces pays se sentaient marginalisés par les autres pays. Donc il y a encore cet héritage de ces pays se sentent eux-mêmes déjà marginalisés dans les structures de l'OTAN au bénéfice d'autres pays comme la France, le Royaume-Uni, etc., etc. Donc je crois malheureusement, Justin, je crois que ces deux scénarios me semblent, si pas plausibles, extrêmement difficiles à préconiser pour ces pays d'Europe de l'Est et du centre. Merci. On a le temps pour une question, je pense. Enfin, souvent. À M. Combreur, Jean-Noël Birubé. Face au protectionnisme américain et éventuellement d'autres pays, suite à tout ça, est-ce que le scénario du pire, ça serait, vu les alliances récentes économiques ou militaires, ou les deux, entre, par exemple, la Russie, la Corée du Nord, entre la Russie et l'Iran, entre la Russie et la Chine, et d'autres types d'alliances connues ou moins connues, est-ce que le scénario du pire, ce serait, d'un côté, vous avez une multiplication des différents conflits à travers le monde, plusieurs foyers de conflits, par exemple en Ukraine, au Moyen-Orient, tout d'un coup Taïwan, la Chine, tout d'un coup Corée du Nord, Corée du Sud. Et si on additionne les alliances, si on additionne, d'autre part, on soustrait, on se retrouve face à une division des pays de l'OTAN, la multiplication des alliances où il y a une multiplication des conflits, d'autre côté, la division du côté de l'OTAN, on se retrouve à une solution nette qui est une mondialisation de tous les conflits. Puis là, c'est une guerre mondiale. Alors, j'ose pas l'évoquer, mais je pose la question. On peut se le demander. Est-ce que c'est ça le scénario du pire? Non, je vous rassure, je ne pense pas qu'on en soit là. Mais je pense que pour répondre rapidement, de manière un peu détournée à votre question, un des défis pour ces pays-là, ce serait la double loyauté vis-à-vis des États-Unis et de l'Union européenne en cas de divergence fondamentale sur la ligne géopolitique à suivre. Par exemple, si on prend un conflit entre la Chine et les États-Unis, certains de ces pays-là auront vraiment du mal à s'aligner sur une position européenne qui serait fondamentalement différente de celle des États-Unis. Tu voulais réagir? Non, il est donc 12h29, donc on va s'arrêter ici parce qu'il reste que quelques secondes et comme ça on va respecter le temps. Et ayant des tendances germaniques, j'aime qu'on respecte le temps par rapport à cela. Donc je vous invite à nous retrouver dans 1 heure pour le prochain panel et je tiens à ce qu'on remercie donc nos panélistes en distanciel et ici présents pour leur très bon propos.